Bonjour chers téléspectateurs et merci de suivre la rubrique hebdo des éditorialistes qui s'installent depuis ce studio François-Xavier Olim Noumon. 3 sujets seront au menu de ce plateau. Premièrement, nous parlerons de la réaction du procureur de la République du Togo au sujet de l'affaire Ronvi. Le Bénin aurait-il pu accéder autrement? Et en deuxième sujet, nous parlerons de Atanasso et Wadaï et autres. Le Bénin à la conquête de l'Afrique, pour quelle chance? La menace variole de singes en Afrique de l'Ouest et l'indifférence au Bénin, un paradoxe. Voilà, ce sont les 3 sujets auxquels nous discuterons, mes confrères et moi, sur ce plateau. Avec moi, sur ce plateau, cher Edouard Adodé, bonjour. Bonjour, ma chère Ruth Soloko. Il nous vient du Grand Regard. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Cher aussi sur ce plateau, Sylvanus Aïmavo, bonjour. Bonjour, chers consoeurs. Journaliste indépendant, merci d'avoir accepté l'invitation. Tout le plaisir pour moi. Et le troisième sur ce plateau, il s'agit de Dieudonné Sodabi, le journaliste qui nous vient du quotidien Le Challenge. Bonjour. Bonjour, Ruth Loko, et bonjour à tous les téléspectateurs. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, nous installons ce plateau, on démarre par ce premier sujet. Il s'agit de la réaction du procureur de la République du Togo au sujet de l'affaire Ronvi. Des mandats d'arrêt sont émis contre les personnes qui seraient impliquées, selon lui, dans l'arrestation de Steve Amoussou, connu sous le pseudonyme de Frère Ronvi. Edouard Adodé, que pensez-vous de cette réaction du procureur? Bon, permettez-moi, avant de réagir par rapport à la sortie du procureur de la République de la Cour des grandes instances de Lomé, de servir un peu ma compréhension de la situation, puisque quand on parle d'arrestation, beaucoup se disent que ce n'est pas exactement le terme qu'il faut utiliser, parce que au regard de ce qui nous a été présenté, puisque nous n'avons pas encore la version officielle de la justice béninoise de comment frère Steve Amoussou a été pris, permettez-moi de parler de la sorte, a été pris à Lomé. Alors, je suis peiné, ou je serais peiné de parler en termes d'arrestation. L'autre chose, quand déjà on confond ou on voit Steve Amoussou comme frère Ronvi, je suis également peiné parce que jusque-là, nous n'avons pas encore une version officielle de la justice béninoise qui confirme l'identité de l'auteur des chroniques qu'on est tous sous le nom de chronique de frère Ronvi. Alors quand on considère ces 2 éléments, je pense bien qu'on doit pouvoir utiliser certains thèmes avec beaucoup plus d'à-propos, avec beaucoup plus de réserve pour ne pas se retrouver plus tard en porte-à-faux avec la justice. Donc pour moi, pour l'instant, j'aurais beaucoup plus parlé de Steve Amoussou parce que ça, c'est très sûr. Nous avons beaucoup plus d'éléments déçus que Steve Amoussou a été amené de Lomé. Je ne sais pas par quels moyens. Est-ce que c'est des moyens officiels qui ont été utilisés ou des moyens officieux, comme certains le disent depuis un certain temps? Je pense bien que c'est de lui qu'on peut beaucoup plus parler. Mais quant à ce qui concerne frère Ronvi, moi je garde beaucoup plus, ou j'en parle avec beaucoup plus de pincettes, avec beaucoup plus de gants, parce que jusque-là, je ne connais pas encore frère Ronvi. Celui-là qui a été pris pour frère Ronvi dit qu'il n'est pas frère Ronvi, ou c'est ce que son avocat nous a servi. Donc je m'en tiens à la déclaration de son avocat et je dis que pour le moment, je ne connais pas encore frère Ronvi. Mais je sais qu'il y a un certain Steve Amoussou qui aurait été pris à Lomé. Maintenant, revenons à la réaction du procureur de la République de Lomé, je pense bien que c'est un son de cloche très attendu. Que ce soit du côté de Lomé ou du côté de Cotonou, c'est un son de cloche très attendu parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis que cette affaire est connue de tous, à partir de l'alerte donnée par l'opérateur économique en exil, Martin Rodriguez, beaucoup attendaient des réactions officielles. Et je dirais que c'est la première réaction officielle. Et
avec cette réaction, nous avons encore beaucoup plus de précision ou de détails sur ce qui se serait passé à Lomé la nuit du 12 août dernier. Donc, c'est vraiment intéressant ce feuilleton qui est à son début, parce qu'il y a plusieurs épisodes qui seront déroulés dans ce feuilleton. Et déjà avec cette déclaration du procureur de la République de Togo, c'est un plus, puisqu'on sait désormais que ceux qui ont opéré ou ceux qui auraient opéré sur le territoire togolais n'ont pas opéré en collaboration avec la justice togolaise. Parce que moi, j'avais toujours nié que ce n'était pas possible que des Béninois se lèvent et qu'ils aillent sur le territoire togolais et fassent une telle opération sans que la police togolaise ne soit impliquée. C'est ce que je me suis dit lorsque j'ai eu vent de cette affaire pour la première fois. Parce que il s'agit de deux pays, et pour quitter le Bénin et entrer au Togo, nous avons au moins une frontière qui est là. Comment l'opération a été menée sans que les policiers togolais qui étaient à la frontière ne soient pas informés d'une telle situation? Je me suis posé cette question-là, mais finalement, je me suis rendu compte que la porosité de nos frontières, ce n'est pas seulement au niveau des frontières officieuses, même au niveau des frontières officielles. On sent cette porosité-là parce que le communiqué du procureur de la République de Togo prouve que certainement quelque chose s'est passé au niveau des frontières entre les deux pays, ce qui a fait que l'opération s'est déroulée de cette manière sans que les autorités togolaises ne soient informées ou ne soient alertées le plus tôt possible de ce qu'une telle opération est conduite par des Béninois sur le territoire togolais. Et vous, Dieudonné Sodabi, à la première réaction du Togo, des mandats d'arrêt sont émis. Que pensez-vous? Oui, merci. Je pense que c'est ce qu'on peut quand même attendre du Togo, de ce pays. Vous savez, comme l'a dit mon prédécesseur, l'affaire qui a débuté qui a commencé depuis le 12 passé, a connu beaucoup d'épisodes, et nous sommes comme à cet épisode où le procureur a réagi, ce qui était bien attendu par le Bénin et d'autres pays d'ailleurs. Et moi, ce que je peux dire, est-ce que c'est la voie, comment dire, est-ce que c'est ce qu'il fallait faire? Parce que vous savez, l'affaire a eu lieu le 12 et c'est quelques jours après que le procureur a réagi, et juste après, sinon dans la même réaction, on a émis des mandats d'arrêt contre des citoyens béninois et contre également des citoyens togolais. Et il y a même des forces de l'ordre dedans qui ont été bien sûr arrêtés. Et vous savez, aujourd'hui, le manager d'un artiste que j'étais le nom ici, ce manager et ses collaborateurs, sinon ses proches, disent que c'est pas lui qui n'a jamais été mêlé à cette affaire, dans cette affaire. Et quand on voit tout ça, je pense qu'il y a quand même quelque chose qu'on peut reprocher. Ce qu'on peut reprocher, c'est quoi? Les gens ne savent pas, on n'a pas encore cerné le fond du dossier, et en cette matière, je pense qu'il faut collaborer. C'est ce que je n'ai pas vu des deux côtés, surtout du côté de Lomé, ils n'ont pas collaboré. On peut quand même attendre, voir comment, le niveau du dossier, puisqu'on a pris quelqu'un de Togo, arrivé ici déjà au pays, quelques jours après, le sieur, sinon celui qui a été arrêté au Togo, dit qu'il n'est pas en vie, qu'il est estive, alors que celui qui a alerté le peuple béninois, et sait bien que c'est lui. Alors que nous avons vu des mouvements ici au pays, ils disent que c'est telle personne qui a été arrêtée. Quand on voit tout ça, je pense que il fallait peut-être attendre. Peut-être que la justice togolaise qui a émis un mandat d'arrêt peut quand même collaborer avec la justice béninoise dans l'ombre, essayer de voir les pistes et explorer toutes les pistes possibles et savoir maintenant nous allons agir. Mais si tel que ça va, tel que ça fonctionne ce dossier, moi je pense que quand on va découvrir finalement que c'est Steve qui est en vie, ça va chauffer. Et c'est lui qui va ramasser les pots cassés. Et ça serait dommage.
Même ceux qui ont agité l'opinion publique, ceux qui ont alerté l'opinion publique suite à l'arrestation et qui disent que c'est temps, même les avocats, ça va, c'est que ils pourront pas s'en sortir. Moi, je pense que les deux autorités doivent collaborer. Ils doivent collaborer, c'est pas de cette manière. On a eu des communiqués, on a eu un communiqué signé, truc de faute sur les réseaux sociaux. Ça n'honore pas les deux pays. Vous voyez, je peux déjà même dire que le Bénin, on peut déjà féliciter le Bénin en cette matière. La justice béninoise est peut-être en train de prendre ses dispositions pour quand même faire sortir quelque chose de concret, de potable. Et c'est ce qu'on peut, c'est ce qui est apprécié dans ce dossier. Voilà. Sylvanus Aïmavo, Dieu donné son avis, pense qu'il faut collaborer. Collaborer, moi, d'abord il faut comprendre que c'est une affaire tirée par les cheveux. Et aujourd'hui, on ne sait pas réellement ce qui s'est passé et quels sont les contours. Nous n'en savons pas grand-chose. Ce qu'on nous a dit, bon, il y a eu un lanceur d'alerte, l'opérateur économique Martin Rodriguez, qui s'est érigé en lanceur d'alerte, qui nous a informé du kidnapping. C'est pour utiliser exactement ce qu'il a dit, le mot qu'il a utilisé, du kidnapping de Steve Amosso, alias frère Rumbi. C'est lui qui nous a informés. Et je ne sais pas, est-ce qu'il s'est empressé de le faire pour que ce dernier ne soit pas exécuté? Moi, je ne sais pas quelles étaient ses motivations, je ne sais pas. Mais quand on vient après nous dire que frère Rumbi n'est pas Steve Amosso, bon, quelque part, je crois que les gens cherchent un peu la ligne de défense appropriée pour sortir Steve Amosso de ce problème auquel il fait face aujourd'hui. Donc, il y a eu effectivement une réaction du côté du Togo. Quoique, est-ce qu'on dira que c'est une réaction tardive, puisque de notre côté, la justice béninoise ne s'est pas encore prononcée sur l'affaire. Mais c'est déjà bien que le Togo le fasse, parce que ne pas le faire laissera libre cours à plusieurs interprétations. Est-ce que le Togo est de mèche avec les autorités béninoises pour que des forces spéciales aillent kidnapper un homme au Togo? Parce que vous savez, c'est quelque chose qui se passe généralement dans les pays. Il arrive que pour certaines affaires, quand on sait que bon, on veut vraiment arrêter tel ou tel individu, faire tel ou tel individu, on peut déployer des forces spéciales pour le faire. Je ne dis pas que c'est le cas du Bénin. On parle d'arrestation. Non, arrestation, qui parle d'arrestation? Celui qui a lancé la lettre a parlé de kidnapping. Pour qu'il y ait arrestation, il faut déjà qu'il y ait eu collaboration. Que la justice béninoise ait émis un mandat d'arrêt international contre Steve Amosso qui n'était pas au Bénin. Qui n'était pas au Bénin, parce que s'il était au Bénin, il serait recherché et la justice béninoise aurait pu émettre un mandat d'arrêt national. Mais il était au Togo, donc il fallait d'abord quoi? Passer par, une procédure, émettre un mandat d'arrêt contre Steve Amosso et collaborer maintenant avec les autorités togolaises pour qu'on l'arrête. Mais ce qu'on nous présente, ce n'est pas une arrestation. Il faut que, c'est pas une arrestation telle que c'est présenté jusqu'à ce jour. C'est pas une arrestation. Mais ce qui est évident. Il y avait une autre alternative pour pouvoir mettre la main sur Steve Amosso dont on parle. Une autre alternative. Moi, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on cherche? Une autre alternative pour mettre la main. L'alternative, c'est ce que je me tue à vous expliquer. C'est-à-dire, la meilleure manière aurait été, si tant que, c'est-à-dire, Steve Amosso est frère Rumbi et que c'est lui qui est là-bas et il a commis des impairs et qu'il est recherché par la justice béninoise, la meilleure manière serait de mettre un mandat d'arrêt international contre lui et de collaborer ensuite avec les autorités togolaises pour maintenant procéder d'abord à son arrestation puis à son extradition vers le Bénin. Aujourd'hui, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a eu kidnapping. Donc, on ne comprend rien. Maintenant, s'il y a eu vraiment kidnapping, ceux-là qui ont, fait ce travail, l'ont fait, c'est-à-dire de la pire des manières, quoi. C'est-à-dire, c'est un travail bâclé, médiocre, quoi. Parce que quand ça arrive comme ça,
excusez, c'est un travail propre que les gens font, quoi, en griffe. Donc, ici, le problème, c'est que on doit, c'est-à-dire connaître le fond du dossier. Nous ne connaissons rien. La justice béninoise ne s'est pas encore prononcée. Et je crois que c'est peut-être quelque part un problème. Parce que pour certains sujets qui paraissent même parfois moins intéressants, on entend de la justice. Mais ici, pour, c'est-à-dire, un sujet de cette ampleur-là, la justice ne s'est pas encore prononcée. Est-ce parce que le gouvernement est en vacances et que, bon, dès que le gouvernement va reprendre le lundi, dès la semaine prochaine, qu'on aurait déjà, c'est-à-dire, un son de cloche des autorités béninoises? J'avoue que c'est une affaire, c'est-à-dire, compliquée, et j'ose croire que le Bénin ne devient pas vraiment quelque chose de regrettable. Oui, Dieu donne. Vous Oui, avez quelque chose à ajouter? moi je pense que dire que c'est du kidnapping, c'est aller de trop. Parce que kidnapper quelqu'un, c'est prendre la personne à espérant un rançonnement. Non, pas forcément. Attention, on le laisse finir d'abord. Prenez le mot kidnapping. Kidnapper quelqu'un, c'est arrêter quelqu'un espérant un rançonnement. Maintenant, dans ce cas précis, je pense que quand vous savez, ceux qui sont allés chercher Frère Honvi ou Amoussou ou Steve Amoussou, on est dans un schéma. Vous n'êtes pas sans savoir que le chroniqueur a dit des choses pas possibles sur l'autorité béninoise, sur le pays, sur le Bénin, sur des personnes. Il a écorché l'image, il a terni l'image de beaucoup de cadres, des acteurs politiques. Et quand on voit cette personne-là, vous pensez que si c'était vous, allez chercher Steve ou bien aller chercher Amoussou, vous allez chercher peut-être à prendre par des voies légales. Je pense surtout que qu'on ne le connaissait pas de visu aussi. Si Amoussou si Steve était au pays ici, s'il était à Parakou, vous pensez qu'on va avertir une autorité à Parakou? J'ai dit hier à un confrère que c'est un Togolais, il vit au Bénin. Je dis, si vous commettez une faute grave sur l'État togolais, peut-être que vous avez insulté ou bien vous avez commis un acte criminel au Togo et on vient vous chercher ici, alors que vous n'avez pas eu le frère dont je parle, le confrère dont je parle, il n'est pas droit d'asile ici au Bénin. Personne ne sait s'il est même ici. Le gouvernement béninois ne sait pas. Il n'y a aucun papier qui atteste que, parce qu'il n'y a pas de visa. Donc je disais à ce confrère, il dit, lorsqu'on viendra ici vous chercher, vous pensez que l'État togolais va dire, ou bien l'État béninois va, ah non, ramenez-moi rapidement ce confrère. Non, je dis, peut-être qu'ils vont peut-être faire des coups de fil en dehors de l'affaire et dire, mais voilà, c'est que aucun gouvernement, aucun pays, aucun président de la République, ici au Bénin ou bien en Afrique, pardon, ne serait fier de tout ce que M. Amoussou ou bien M. Frère Honvi a dit durant 8 ans passés. Aucun homme ne peut accepter tout ça. Donc on était parti sur cette lancée-là. Et c'est de là qu'on a su que bon voilà, celui qu'on a arrêté, écoutez, il a essayé d'embrouiller les donc ce que je peux dire est ceci. Moi je dis que ça soit kidnapping ou arrestation, ce qu'il faut penser à l'heure actuelle, je pense qu'il faut collaborer. Ils doivent collaborer, ils doivent aller fouiller un peu le fond du dossier et chercher à savoir si c'est Steve, si c'est Steve Amoussou qui est là, qui n'est pas en vie, pourquoi tant de polémiques? Pourquoi tant comment dire, et d'ailleurs j'entends beaucoup de choses derrière. Pourquoi tant de polémiques? Alors, ce qu'il faut faire, c'est d'aller à la table de négociation et essayer de voir. Parce que quand ils vont lancer dans ces guerres de juridiction, ou bien dans ces guerres de messages de Méli-Mélo là, je pense que ça ne va pas avantager les deux pays. On va rentrer dans le truc de diplomatie. Jusqu'à présent, mais c'est grave. Non, je veux juste 30 secondes. Juste 30 secondes. C'est grave, ce que mon professeur vient de dire, c'est grave. Parce que tout ce qu'il vient de dire là converge vers un seul point, c'est-à-dire il y a eu kidnapping.
C'est ce qu'il dit, parce que ce n'est pas parce qu'il y Moi, a je un n'ai pas dit individu. que c'est du Non, ça kidnapping. convainc vers Non, un seul non. point. Il C'est n'a pas pas parce parlé- que. il n'a pas parlé de- Non, On je dis doit ça faire la convainc nuance vers entre kidnapping. Non, quelle nuance? kidnapping, Quand il dit, quand il kidnapping développe dans et son développement, arrestation, c'est non, pas la même dans chose. ce développement, il a dit, mais quand un citoyen prend tout son temps à déblatérer contre le chef de l'État, à déblatérer contre le pays, il faut aller le chercher. Mais ça veut dire quoi? Mais c'est du kidnapping. Mais moi je dis il faut prioriser, c'est-à-dire la procédure légale. Nous connaissons ça. Quand ça arrive, c'est toujours la procédure légale. Nous avons eu le cas de la Russie. On a eu pour d'autres pays aussi. Donc il faut, c'est ce que moi je dis, c'est la procédure légale qu'il faut suivre. Aujourd'hui, si vous voulez, est-ce que vous pensez connaissez que la procédure légale allait je ne peux pas parler de, je ne peux pas parler d'arrestation. Il n'y a pas eu d'arrestation. On ne peut pas parler d'arrestation, c'est ça le problème. Donc c'est du kidnapping. Non, c'est ça, je ne sais pas le problème. Mon chef Si de données. je me base sur les informations de Martin Rodriguez, il s'agit d'un kidnapping. Et sur ce qui a été fait, c'est dit, Là, vous les basez faits qui sur ont les été relatés. informations de Les Rodriguez. faits qui ont été relatés. Moi, je ne suis pas au Togo. Je ne suis pas au Togo. Je ne suis pas autorité judiciaire du Togo. Moi, je ne peux qu'opiner sur des faits. Je ne peux rien inventer. Ce serait grave. Je ne peux rien inventer. Et je ne soutiens personne dans cette affaire. Oui, Ce que je dis, c'est que je soutiens oui. l'état de droit que On va le laisser la Bénin parole est. à Le Bénin, Edouard. c'est un état de droit. C'est ce que je dis. Oui, Je Edouard. voudrais souligner un point qui me paraît important dans la réaction de Dieudonné Sorabi tout à l'heure. Quand il parle de collaboration, moi je souris parce que quand j'essaie de ramener cette affaire au bas niveau, je vous prends comme un voisin qui a sa maison, qui a un gardien devant la maison, bon, vous avez aussi un autre voisin qui a un enfant indélicat qui, lorsque le père a voulu le châtier, est venu se réfugier sous votre lit. Et sans votre avis, l'autre voisin quitte sa maison, dépasse votre gardien, traverse votre salon, va dans votre chambre à coucher, vous êtes couché sur votre lit, ne vous dit rien, et sort son garçon parce que c'est son garçon. C'est une violation de domicile. Mais vous aussi, vous ne pouvez pas être fier de cela. Ce qui s'est passé, c'est un affront. Disons la vérité, c'est un affront contre l'État togolais. Parce que, même si le Togo est un quartier du Bénin, puisque le Togo est considéré comme un pays avec une autorité, avec une souveraineté, je pense bien que le bon voisinage aurait voulu que les autorités béninoises collaborent d'abord. Parce que si aujourd'hui on demande que le Togo collabore, le Togo ne peut pas collaborer une fois que le Bénin n'a pas montré des signes de collaboration en premier lieu. C'est ça là où le problème se pose. Donc, on ne peut pas dire que le Togo n'a pas collaboré, donc ce n'est pas bien la réaction du procureur. Non, pour moi, la réaction du procureur du Togo, c'est une manière de laver l'affront. Parce que si le Togo ne dit rien, c'est comme s'il n'y a aucune autorité au Togo. C'est comme si le Bénin peut faire tout ce qu'il veut au Togo. Nous voyons ici, nous avons vu ici comment le Bénin a réagi énergiquement contre les incursions du Nigeria sur le territoire, sur une partie du territoire béninoise, à un temps donné pour dire qu'on est en train de chasser le riz. Vous voyez comment les autorités béninoises ont réagi. C'est ça, vous ne pouvez pas collaborer lorsque votre voisin, votre vis-à-vis, dans l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, vous ne pouvez pas dire que vous serez fier de ce voisin qui n'a rien dit à votre gardien, qui est entré, traverser votre cour, traverser votre salon, traverser votre chambre, et vous êtes couché sur votre lit, ne vous dit même pas bonjour, il va tirer son enfant parce que c'est son enfant, un enfant délinquant. Non, même si l'enfant est un criminel et que l'enfant, fuyant ce père, est allé se réfugier chez un voisin, tout au moins, par courtoisie, on aurait pris le temps d'expliquer aux voisins ce que l'enfant a fait. Pour dire, voilà tel enfant qui est venu se cacher sous votre lit, voilà ce qu'il a fait. Donc, livrez-moi l'enfant pour que je puisse lui infliger le châtiment qu'il faut. Mais quand c'est comme ça, ce n'est pas bien. Donc, Edouard, Oui. Vous parlez, vous disiez qu'on pouvait émettre des mandats d'arrêt international contre Sylvie Amoussou. Mais puisqu'on ne le connaissait pas, est-ce qu'on le connaissait aussi de visu pour mettre des mandats? C'est là où je dis, Oui. je ne voudrais pas utiliser le même thème que Sylvanus qui parlait de ce que ceux qui ont fait ce travail n'ont pas bien fait le travail. Non, pour moi, ils ont bien fait leur travail parce que l'essentiel, ils ont mis la main sur quelqu'un, ils sont allés sur le territoire étranger, ils ont fait une opération qui est aujourd'hui un succès. Parce que s'il y a un prix à décerner, ils ont pu passer. Si par la suite, la justice arrivait à confirmer l'identité de frère Onvi, ah là c'est fini. ils ont fait un exploit. Ceux qui ont fait ce travail ont fait un exploit. Donc c'est pourquoi j'ai des réserves
parlant de ce que on ne peut pas dire qu'on ne connaît pas. Nous avons notre service, nous avons notre service de renseignement. Le Bénin est un service de renseignement. Donc, le service de renseignement connaît l'identité des frères aussi. Ma question c'était, est-ce que les mandats d'arrêt internationaux pouvaient aboutir? Je pense que oui. Je pense que oui. Pourquoi je dis oui? Je ne pense pas que le Togo soit dans la posture de protéger des Béninois qui sont sur le point de déstabiliser le Bénin. D'abord, ça ne rend pas service au Togo. Cela ne rend pas service au Togo. Donc, je ne vois pas le Togo dans la posture de préserver, de protéger des Béninois qui seraient auteurs des actes déstabilisateurs contre le Bénin. Donc, si le Bénin, même si le Bénin n'émettait pas des mandats d'arrêt, tout au moins informait, puisque nous avons Interpol qui est là. Pourquoi ne pas informer? Parce que Interpol, ce n'est pas des choses qui se passent sur tous les toits. Ça se passe de manière très, très cachée. Donc, je pense bien que le Bénin pourrait procéder hautement si le Bénin avait la confirmation. C'est là où moi, je dis que l'opération est faussée. Normalement, le Bénin devait prendre le temps, la justice béninoise devait prendre le temps de vérifier que si Baboussou est réellement frère ou si ce travail a été fait en amont et que les preuves sont à la possession de la justice béninoise, je pense que c'est beaucoup plus facile d'aller sur le territoire togolais au fait de cette opération. Et moi, j'aurais acclamé la police béninoise et la justice béninoise. Alors, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voudrais juste ajouter que je crois que le Bénin reste toujours un état de droit et que dans les prochains jours, nous serons bien situés sur cette affaire et que cela ne compte pas l'image de notre pays. Moi, je veux qu'on préserve toujours, c'est-à-dire l'image du pays. Avec la rentrée gouvernementale qui démarre ce 2 septembre déjà. On donne toujours l'expression, comme on toujours vous a dit, la preuve que nous sommes vraiment un pays démocratique et que la liberté de ton est permise et autorisée. Et quand il y a mal donne, il y a toujours, il faut suivre la procédure pour parvenir à ses fins, pour mettre hors d'état de nuire ceux qui pourraient nuire non seulement à l'image de notre président de la République, mais aussi à l'image du pays. Voilà, nous allons aller rapidement sur le deuxième sujet. Il s'agit de Marie-Odile Atanasso et Romia de Wadaï qui sont à la conquête de l'Afrique concernant le poste de commissaire à l'Union africaine. Et selon vous, Edouard Dodé, quelle chance pour le Bénin pour accéder à ces postes-là? C'est d'abord une joie pour moi d'apprendre que des compatriotes se sentent aptes à aller affronter ou à aller compétir au plan africain pour des postes qui honorent le pays. Parce que depuis un certain temps, on ne sent plus assez d'intelligentsia béninoise au niveau des instances ou au niveau des instances de l'Afrique. Donc je pense bien que c'est déjà un sujet de grande fierté de voir ces deux grandes personnalités à la recherche, à la conquête de ces postes-là. Maintenant, quelle chance pour le Bénin? La chance pour moi, je vois la chance à plus de 90%. À plus de 90%, nous avons la chance de gagner les deux postes. D'abord, la présidence de la Banque africaine de développement, je crois, hein? Oui. Voilà, la Banque africaine de développement pour notre ministre de l'économie. Quand je vois le profil, je vois que c'est un monsieur qui a un parcours intéressant. Je n'ai pas pris le temps de consulter, d'examiner le CV des autres parce qu'il y a d'autres concurrents pour le même poste. Mais j'ai foi, pas parce que je suis béninois, j'ai foi que ce monsieur peut faire le job quand on voit son profil, quand on voit son parcours, parce que c'est des pèlerins que le chef d'État Patrice Talon a eu à dénicher pour l'accompagner dans la réalisation, dans sa gouvernance. Et avec ce ministre à ses côtés, les résultats ne sont pas mal au plan économique. Aujourd'hui, le Bénin est un exemple. Le Bénin est un exemple pour plusieurs pays. Hein. Quand on regarde les indices macroéconomiques, c'est en faveur du Bénin. Malgré les tensions, malgré les crises, malgré tout ce qui pouvait saper le développement du Bénin au plan économique, grâce aux réformes
conduite par ce monsieur, aujourd'hui le Bénin est cité en exemple partout. Donc déjà, au regard de ces résultats, je ne serais pas surpris de voir Romuald Wadayi à la tête de cette banque africaine. Et l'autre chose, et qui est aussi un bon signe, c'est la récente visite de l'actuel président de cette banque au Bénin. Il était au Bénin, il a visité la GDIZ en compagnie de celui qui est son prétendant, à celui-là qui est le prétendant au fauteuil qu'il occupe aujourd'hui. Donc pour moi, c'est déjà un bon signe parce que ce n'est pas le président actuel en exercice qui va désigner, mais je pense que son mot compte pour donner, pour conseiller, pour orienter également ceux qui vont décider. Parce que si déjà, il a déjà un penchant pour le Bénin, il a déjà un penchant pour le ministre de l'économie du Bénin, c'est déjà un signe de ce que le Bénin a une grande forte chance de briguer la présidence de cette banque-là. Mais pour ce qui concerne la commission de l'Union, de l'Union africaine, je crois, hein, la commission, pour le niveau de la commission, Marie-Odile Atanasso, également en tant qu'universitaire chevronnée, et les résultats qu'elle a laissés au niveau du ministère de l'enseignement supérieur du Bénin, déjà sont en sa faveur. Et elle a été la première femme, si je ne me trompe, à avoir occupé ce poste au Bénin. La première femme ministre de l'enseignement supérieur au Bénin. Et de la recherche scientifique. Donc, et étant elle aussi bien connue dans le milieu universitaire, que ce soit au Bénin comme hors du Bénin, au niveau de l'enseignement supérieur, elle a des chances également de représenter le Bénin puisque vous n'êtes pas sans savoir que le Bénin, c'est le quartier latin de l'Afrique, et quoi qu'on dise, le Bénin détient toujours, ou le Bénin est toujours vu comme un vivier de l'intelligentsia en Afrique, un vivier de cadres compétents qui pourraient rendre service au continent. Et vous, Dieudonné Sodabi, ces candidatures ont été soutenues par le président Patrice Talon. N'est-ce pas un bon début? Oui, il faut le dire, Ruth, c'est quand même un bon début pour notre pays. Edouard vient de parler un peu de background, de parcours de ces deux candidats présentés par le Bénin. Et il faut dire que nous sommes à effectivement 90% de chances. Et quand on prend le cas du ministre Wadayi, quand même c'est quelqu'un qui a laissé quand même, qui est en train de faire un travail formidable au poste du ministre du ministère des Finances, de l'économie et des finances au niveau du Bénin. Et quand on prend également Atanasso, il a dit, Atanasso quand même a été cette dame qui a quand même fait beaucoup au niveau du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Présenter ces deux candidats, je pense que ce n'est que la suite logique des actions qui ont été déjà menées à l'interne, et je pense que ces deux, ils vont quand même honorer le pays à l'international. Qu'est-ce si ces deux arrivaient à céder aux postes qui sont en train de concourir, qu'est-ce que cela pourrait changer au Bénin, Sylvanus Simon? Je crois que quand un pays a ses représentants dans des institutions sous-régionales ou internationales, c'est déjà une avancée pour le pays, parce que c'est le pays qui se positionne à l'échelle sous-régionale, voire internationale. Donc, avoir des personnalités béninoises, des compétences béninoises, diriger certaines institutions, permettra au Bénin d'avoir aussi certains gains, parce que vous savez, il y a souvent des projets au niveau des institutions, il y a des accords, ici quand on parle de la BAD, des accords de financement, donc c'est clair que quand il y aura un Béninois à la tête de cette institution, c'est que nous aurons plus de financement que par le passé, et donc c'est oui. Non, je dis, non, il y a bien sûr, je suis d'accord, non, mais le Bénin depuis quelques années, en tout cas, travaille à satisfaire à ces critères-là, à des conditions qui sont mises en place pour obtenir du financement à l'international. Donc, nous avons aujourd'hui une signature qui inspire quand même confiance. Donc,
il n'y a pas de souci. Ce qui reste à espérer, c'est qu'il y ait vraiment une diplomatie offensive autour de ces candidatures, parce qu'il ne suffit pas d'avoir de bons profils, il faut que la diplomatie soit agissante. Vous voyez, il y a des pays comme le Sénégal, le Maroc, que j'admire beaucoup, parce que c'est pas que j'admire pas mon pays, hein, je le dis pour faire une comparaison, pour dire que avec ces pays-là, ça va beaucoup plus loin, quoi. Donc nous-mêmes, le Bénin qui se révèle au monde entier aussi se lance dans cette dynamique pour c'est-à-dire l'essor de notre pays. Et parlons aussi de l'impact que cela pourrait avoir dans l'éducation en ce qui concerne la candidature de Marie Odile Atanasio. Oui, bien sûr, c'est toujours c'est-à-dire une chance pour nous d'avoir, c'est-à-dire de réussir, hein, c'est-à-dire à obtenir ce poste-là. Parce que l'éducation, vous savez, le gouvernement en a fait un levier, hein, de développement, et le gouvernement a investi beaucoup dans l'éducation, donc positionner une ancienne ministre de l'enseignement supérieur à ce niveau pourrait nous aider aussi surtout au niveau supérieur. Parce qu'il y a des réformes qui ont été engagées et on a besoin aussi de financement, de l'expertise et de beaucoup de projets pour faire rayonner notre système éducatif. Ce qu'il faut aussi saluer dans cette candidature, c'est le fait qu'il y a quand même l'approche genre qui est respectée. Vous voyez, une femme et un homme qui est désigné par le chef de l'État, quand même, c'est à saluer. Je sais qu'il y a d'autres pays voisins très proches qui ont désigné des candidats qui sont purement des hommes. Je ne vais pas citer le pays ici. Donc, quand on voit déjà cette approche, on ne peut que saluer quand même la bonne volonté et l'engagement du chef de l'État à faire les choses autrement. Vous voyez, Sylvanus parlait de la diplomatie. À cela, j'ajoute le lobbying qui doit être quand même de mise pour que quand même nos deux candidats puissent quand même accéder à ces postes, parce que il faut le dire, depuis que le chef de l'État est venu, il s'est pas trop intéressé à l'organisation, en tout cas nos organisations internationales au niveau de l'Afrique. Le chef de l'État s'est beaucoup plus penché sur le travail à l'interne et je pense que nous avons les résultats, mais il reste encore. Vous avez sous Yahi, on a vu combien de fois des séminaires, des rencontres ont été organisées à Cotonou ici. Avec cette candidature. Voilà, on ne souhaite pas que attend cela joue quand même sur les deux candidats. C'est qui est si on a des candidats de taille. Voilà. Oui, voilà. On ira directement sur le troisième sujet avant de finir avec ce plateau. Nous parlons de la variole de singe qui est en train de menacer déjà dans l'Afrique de l'Ouest et même les pays limitrophes du Bénin qui sont déjà attaqués par cette épidémie, mais on n'en parle pas assez au Bénin. Est-ce un paradoxe selon vous, Edouard Dodé? Non, je pense bien que quand vous dites qu'on n'en parle pas assez, ce serait un affront à l'endroit de nos autorités en charge de la santé, puisque j'espère que au courant de cette semaine, il y a eu une rencontre de haut niveau présidée par le ministre de l'économie et son homologue de la santé, son collègue de la santé. Et donc je pense, au fait, quand on parle de la riposte, ce n'est pas forcément des choses qu'on fait, qu'on crée sur tous les toits. C'est des stratégies qu'on définit, qu'on essaie de mettre en place, on essaie de voir qu'est-ce que nous avons comme existant si ce fléau, nous ne le souhaitons pas, pénétrer sur notre territoire, qu'est-ce que nous avons déjà comme système et qu'est-ce qu'il faut faire pour renforcer ce système. Et déjà, à partir de cette rencontre, à partir de la rencontre du mardi dernier, c'est déjà un bon signe. Mais est-ce que c'est suffisant? Je pense bien que ce n'est pas encore suffisant puisque nous ne savons pas ce qui est à l'intérieur. Ici, c'est seulement au haut niveau qu'on parle et que on ne commence pas à appuyer sur les boutons au niveau des régions, c'est-à-dire au niveau des entrées de notre pays, puisque nous savons que cette maladie
c'est une maladie contagieuse. Et quand c'est comme ça, il ne faut pas attendre d'abord qu'on ait le premier cas avant de commencer par courir dans tous les sens, parce que ce serait déjà trop tard. Parce qu'on ne saurait pas comment ce premier cas aurait été manipulé, touché par nos populations qui sont majoritairement analphabètes. Donc, le mieux, c'est que juste après cette rencontre, qu'on puisse vraiment toucher les zones sanitaires qui sont au niveau des frontières, tout au moins, pour que les entrées soient filtrées en ce qui concerne la santé. Que ce ne soit pas seulement les pièces d'identité seules qu'on contrôle, mais qu'on contrôle également l'état de santé de ceux qui entrent pour voir est-ce qu'il n'y a pas encore des signes. Parce que nous ne sommes pas trop habitués à des viandes de brousse, nous ne sommes pas trop habitués à toucher des animaux comme ça dans notre pays, puisqu'on n'en a pas assez. Donc, de ma posture, de ma position d'observateur, je pense bien que si ce foyer doit être déclaré dans notre pays, ça doit passer forcément par nos frontières, surtout les frontières terrestres. Donc, au-delà des rencontres au sommet, il faudrait que très vite on puisse se sentir, peut-être que c'est ça qui vous fait dire que il y a de l'indifférence. Donc, c'est normal, mais il faudrait que déjà, puisque si déjà le fléau est déjà à nos postes, le mieux, c'est de commencer par sécuriser nos postes pour ce qui concerne les entrées officielles, pour qu'on ne contrôle pas seulement des pièces, mais qu'on contrôle également l'état de santé de ceux qui entrent, pour que la moindre velléité soit détectée le plus tôt possible et qu'on puisse isoler le cas pour qu'il n'y ait pas de contamination au sein de la population. Saïma, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, c'est vrai, il y a cette variole de singe qui menace nos pays. Vous savez que 13 pays africains sont déjà touchés, déjà à partir de la République démocratique du Congo. Donc il y a eu des cas qui ont été détectés dans ces pays-là. Au Nigeria aussi, qui est notre voisin de l'Est, il y a eu des cas qui ont été détectés, des cas non confirmés, des cas confirmés. Et au Bénin, je crois que après cette première rencontre qui a eu lieu, il y a des actions aussi qui ont été programmées. Il est prévu notamment de former les acteurs qui seront impliqués dans cette opération. C'est-à-dire on n'attend pas que la variole s'installe chez nous pour agir. Non, pas du tout. Je crois que les autorités sont à pied d'œuvre. Et nous avons déjà connu l'expérience de Covid-19. Nous avons vu comment les autorités se sont saignées au 4VN pour endiguer le mal. Et donc, c'est clair que le Bénin sera, j'ose l'espérer, une fois de plus à la hauteur de l'opération qui va se mener dès qu'on aurait peut-être des cas. Ce qu'on va souhaiter, c'est que nos frontières soient vraiment sécurisées et que l'approvisionnement avancé ne pose pas problème au moment opportun. Vous savez, c'est seulement le Nigeria qui a reçu les premiers vaccins en la matière. Et nous autres, nous n'avons encore rien reçu. Les autres pays aussi, les pays qui sont déjà affectés n'ont rien reçu. C'est pareil pour ces pays qui ne sont pas encore touchés par la variole. Donc, on va juste espérer qu'il y ait des vaccins et que ces vaccins ne créent pas aussi plus tard de complications, parce qu'avec Covid-19, on sait que... Oui, on a parlé de ça, et aux États-Unis même, il a été dit que ceux qui se sont fait vacciner ne peuvent même pas être donneurs de sang. Donc vraiment, il faut que nos autorités soient vraiment vigilants pour que ce qui doit être proposé à la population, l'aide, c'est-à-dire à mieux préserver sa santé. Et je voudrais ajouter qu'il faut de la sensibilisation. Il faut déjà qu'on commence par informer, c'est-à-dire nos populations à la base, sur l'impact, les causes, les symptômes de la variole, surtout dans nos langues nationales. C'est ça qui va, c'est-à-dire, nous aider à vite enrayer le mal au cas où ça va arriver chez nous. Oui, les analphabètes, nous sommes un pays à majorité analphabète, donc mais parfois
nous péchions en voulant tout faire en langue française, alors que ceux-là qui sont vraiment concernés, il y a très peu qui sont instruits. Vous, Dieudonné Sodabi, tout à l'heure, Sylvanus Aïmavo parlait de la sécurisation des pays, des frontières, vu que le Bénin est un pays frontalier et voilà que la variole de Saint-Jean est en train de menacer les pays frontaliers. Comment est-ce qu'on pourrait sécuriser les frontières selon vous? Le comprend à donner vient de le dire. Il faut quand même aller au-delà des fouilles, des pièces d'identité et pourquoi pas mettre en place des dispositifs pouvant quand même permettre de détecter ces cas au niveau des frontières. Lors de Covid, on a vu quand même tout ce qui a été fait pour permettre quand même aux populations, et on a dit il faut passer par des tests avant de voyager à la sortie, à l'entrée du pays. Donc tout ça, je pense que ce dispositif, on peut quand même répéter ça. Il y a déjà un dispositif. Et c'est ça que je voulais dire. Il y a déjà effectivement la mise en place, sinon ils ont activé déjà les opérations d'urgence de santé publique lors de la réunion. L'opération a été déjà activée. Il y a aussi d'autres mesures, je pense bien qu'ils ont parlé de renforcement des capacités des agents de santé. Donc dans ce dispositif, dans ces opérations dont on parle, il y a tout ce qu'il faut, même dans les régions, pour quand même permettre, pour essayer de voir dans quelle mesure s'organiser pour que cette maladie ne vienne pas ici au Bénin, s'installe pas chez nous. Et Sylvanus a parlé également de sensibilisation, ça c'est très capital. Il faut sensibiliser la population. C'est pas que quand la maladie va s'installer qu'il faut le faire. Il faut dès maintenant commencer par parler de ça, essayer de voir quand il y a peut-être un petit symptôme et savoir que voilà, c'est cette maladie déjà qui s'installe. Sinon, ça peut quand même créer d'autres choses, d'autres problèmes, difficultés au pays ici. Donc, je pense que on ne peut pas dire que l'État béninois est resté indifférent. Il y a quand même des actions qui sont en train d'être consenties pour essayer quand même d'empêcher ou bien s'assurer que les Béninois sont à l'abri de cette maladie ici. Merci. Renforcer ces actions pour que le Bénin puisse vraiment lutter contre cette épidémie, la variole du singe. Voilà, ce sera tout pour ce plateau, la rubrique hebdo des éditorialistes. J'étais avec Edouard Adodé sur ce plateau, Dieudonné Sodabi et Sylvanus Aïmavo. Chers téléspectateurs, merci, mais Dimanche politique se poursuit.